parle de diversité, ça veut dire qu'on n'implique pas la majorité. La majorité ne ferait pas partie d'une diversité, alors que les minorités ethnoculturelles sont une espèce de diversité un peu boboche. Donc le terme est un peu galvaudé, il signifie tout et son contraire, mais pour simplifier la discussion, je vais quand même l'employer, mais sachez qu'à chaque fois que je vais dire discussion sur la diversité ou sur le pluralisme, ça implique les discussions sur le racisme, l'islamophobie, laïcité, discrimination, ou en fait n'importe quelle discussion où une personne racisée est amenée à intervenir publiquement. Donc voilà, je me lance. Donc d'abord, un groupe de chroniqueuses qui ont décidé de se retirer pendant un bout parce qu'elles trouvaient que le backlash était juste trop intense et que la violence que subissent les féministes dans l'espace public est vraiment trop violente. Elles ont décidé de prendre un break, bien de tout simplement dénoncer, prendre du recul. Donc ça a été vraiment dans l'actualité ces dernières semaines. Et je vous apprends rien en disant que quand on est une femme issue d'une minorité ethnoculturelle, ben on a subi aussi cette violence-là, puis on l'a subi de manière multipliée parce qu'on vit le racisme et aussi parce qu'on vit le sexisme. Donc j'ai décidé de commencer sur une bonne note en vous lisant une couple de commentaires que j'ai reçus durant les dernières semaines suite à l'intervention médiatique. Et gardez en tête que ce n'est qu'un petit échantillon de ce que je reçois, de ce que j'ai reçu ces dernières semaines. Évidemment, je vais sélectionner quelques-uns et c'est un échantillon de ce que j'ai reçu durant les 3 dernières années. Donc c'est quand même récurrent. À chaque fois que je prends la parole publiquement, ben, c'est à ça que je m'expose, moi et d'autres femmes comme moi. Donc je vais y aller en vrac. Si elle n'est pas contente, l'enrubanée, ben, qu'elle retourne dans son pays. Classique. Vous représentez tout ce que les Québécois ne veulent pas. Vous ne méritez pas de marcher sur ma terre et de respirer le même air que moi. Vous êtes la raison pour laquelle Alexandre Bissonnette a pété un plomb. Regardez cette salope qui va briguer un poste au PLQ ou à QS lors des prochaines élections. Une catin, une poupée de porcelaine, badigeonnée de crème et de poudre qui craque à chaque mensonge. Mange un char de marde, salope. Hostie de vidange. Comment va l'organisation terroriste des frères musulmans? Puis islamique, je te souhaite de te faire violer par tes enfants chiennes et lapider avec une mort très lente, pourriture, tout comme tes semblables, charogne de pute de mer. Bref échantillon. Et à ces magnifiques éloges, ajoutons les innombrables qualificatifs sur lesquels je tombe ici et là. Donc, une indésirable, une nuisance, une influence, une manipulatrice, une connasse. C'est la routine. Donc, pourquoi c'est important pour moi de nommer ça ce soir? C'est que cette réponse haineuse et violente a un fort effet dissuasif. Et aujourd'hui, on parle de discussion et de délibération au Québec. Mais ça fait en sorte que beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs concernés par les questions décident de ne pas se prononcer, de ne pas intervenir parce qu'ils ont peur de ce genre de représailles, de ce genre de temps et d'énergie morale. Finalement, pas grand-chose, des fois pour rien. Et on espère, en mettant tout ce temps, cette énergie, ébranler un tant soit peu le statu quo. Souvent, ça ne donne pas de résultat parce que, comme je dis, on se bat contre plus puissants que nous. On n'a pas accès aux institutions, on n'a pas accès aux sphères décisionnelles. Donc, c'est aussi un prix à payer, à mon avis. C'est que le temps qu'on met là-dessus, les gains sont très pratiques. Donc, ça, c'est d'une part, c'est une réflexion pour répondre à la question islamophobie. Encore pire, ni le phénomène, ni le mot sont reconnus. Donc, de l'employer dans l'espace public, c'est kamikaze. Puis combien de fois j'ai entendu, Dalila, si tu veux que ton propos passe, si tu veux que les gens comprennent ton idée, il faudrait que tu laisses tomber le mot racisme. Il faudrait que tu le remplaces par ignorance, intolérance, méconnaissance et autres dérivés plus doux. Mais mon problème avec ça, c'est que diluer les mots, c'est diluer la réalité, la gravité du phénomène, et surtout, c'est diluer l'expérience vécue du racisme. Donc, c'est vrai que d'un point de vue purement communicationnel, de ne pas utiliser le mot racisme, ça marche parce que les gens sont moins fermés. Mais à long terme, on ne fait que reproduire les rapports de domination parce qu'on accepte de se soumettre aux conditions de dialogue des dominants, des privilégiés, de ceux qui ne veulent pas remettre en question leur façon de faire dans le problème du racisme. Puis pourquoi, à mon avis, c'est important de continuer à utiliser ces mots-là puis de les imposer dans l'espace public.
c'est la seule manière de rendre justice à la douleur viscérale qui est vécue par ceux et celles qui font les traits de racisme. Puis, une fois qu'on apprend à les utiliser de plus en plus, puis qu'on continue de le faire malgré la fermeture et la posture de défense que ça génère chez nos interlocuteurs, on finit par faire en sorte que ces mots dans l'espace public deviennent acceptés et tolérés et de plus en plus courants. C'est notamment le cas, par exemple, avec la Commission sur le racisme systémique. Il y a une couple d'organisations et d'acteurs sociaux qui demandent une commission sur le racisme systémique au Québec. Puis ce que ça a fait en sorte, c'est que le terme racisme systémique est de plus en plus présent dans l'espace public, ce qui était quasiment, ce n'était pas le cas de ma connaissance durant les dernières années. Ça, en soi, c'est déjà une grande avancée, puisque tu es capable de mettre le terme, d'obliger la société à réfléchir sur l'enjeu. Donc, en gros, deuxième chose, pour améliorer les conditions de délibération au Québec, ne pas céder à la pression, à cet impératif d'allègement. C'est super. Et pour aller plus loin sur cette question de terminologie, disons, je dirais aussi qu'on a de la difficulté au Québec, mais pas mal n'importe où, à penser les phénomènes sociaux de manière systémique. Une de mes amies me rapportait que son amie à elle, qui est recherchiste, avait eu un courriel de ses supérieurs qui lui disait « Trouve-nous des voiles et des accents. » Pas des femmes musulmanes portant le voile qui peuvent relater, parler d'irréalité. Pas des femmes musulmanes ou de culture musulmane des femmes de culture musulmane qui supportent le projet de charte. Donc, pas des descriptions comme ça. C'est des voiles et des accents. Et c'est assez courant. C'est un peu ça qu'on essaie de reproduire dans les médias, une espèce de show sensationnaliste. Et c'est à se demander, en fait, s'il y a vraiment quelqu'un qui a envie d'écouter quand on parle de diversité, de racisme. Donc, bref, ça soulève un autre problème. Quand on parle de pluralisme et de diversité, on n'en parle que dans le cadre, dans un spectre d'immigration. Donc, quand on m'invite à quitter le Québec si je ne suis pas contente, ou quand on me dit que tu devrais être reconnaissante envers le Québec de t'avoir accueilli, c'est qu'on prend pour acquis que je ne peux qu'être immigrante. Pas qu'il y a quelque chose de mal à être immigrante, mais on n'est pas capable de réfléchir à la question de la pluralité autrement qu'à travers le spectre de l'immigration. Puis, ça fait qu'on ne peut pas imaginer que je peux être, par exemple, une enfant du pays. Et le problème avec ça, c'est que de la même manière que si, mettons, quelqu'un vient chez vous, un invité, et commence à vous dire comment vous devriez meubler vos affaires ou comment vous devriez manger, évidemment, vous allez lui montrer la porte. C'est la même chose, c'est que si on est confiné à cette posture d'invité, n'importe quelle critique légitime qu'on émet sur la société québécoise ne sera pas reçue parce qu'on sera perçu comme des étrangers qui viennent s'immiscer dans les affaires du Québec. Ça, c'est hautement problématique, c'est qu'il y a comme un mur qui est dressé entre nous et l'interlocuteur parce qu'on est perçu comme cet autre, comme cet invité-là. Ensuite, ça m'amène à un autre point. La question qui peut parler de diversité me permet aussi de dire que pas mal n'importe qui peut parler de diversité au Québec. Les chroniqueurs, les journalistes, les politiciens, vous les écoutez. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour parler de diversité au Québec. Il suffit d'avoir envie de faire quelques gains électoraux, d'avoir un peu de clics sur un article. Donc tout le monde est spécialiste sur ces questions-là. Tout le monde en parle sans considération pour les effets que ça peut résulter, les effets que ça peut provoquer dans la vie de ceux et celles qui sont visés par cette discipline. Et le problème avec ça aussi, c'est que souvent les pratiques... Merci, donc je ne sais pas si tu veux t'asseoir. Je suis assez debout sur la debout. Ok, c'est sur l'adrénaline. Moi, je me rends compte. Peut-être en fait que ce qu'on va faire premièrement, déjà merci, puis on apprécie vraiment, je pense, le fait que tout le monde vienne, puis que je pense qu'on est absolument d'accord que les conditions sont pas optimales. Donc, chaque prise de parole est reconnue, puis je pense qu'il faut le reconnaître, il faut saluer toutes les prises de parole aussi, puis juste réaliser qu'on a un privilège, en fait, qu'on est vraiment privilégié de pouvoir bénéficier de cette prise de parole-là. Donc, je vais juste commencer en disant ça. Moi, j'ai plein de questions, là, mais c'est surtout pour vous. Alors, on va vous demander de faire un peu la gestion de cette question. Donc, la tâche, c'est quelqu'un qui veut se lancer, poser une question, puis on peut en prendre quelques-unes peut-être, puis laisser Danielle à quelques-unes d'entre elles. Oui, dans le fond. Oui. Allô. Mon nom, c'est Rebecca, puis j'avais... ma première chose que je vais faire, c'est une remarque, parce que tu as dit quelque chose, tu as dit que le fait qu'on est toujours vu en tant que personne racisée,
comme invité. Puis c'est vraiment, c'est une réflexion que j'ai faite beaucoup par rapport à la commission sur le racisme, parce qu'on dit tout le temps, oh, ben, pourquoi vous voulez une commission? Est-ce que ça veut dire que tous les Québécois sont racistes? Mais c'est des Québécois qui demandent pour une commission. C'est des Québécois racisés, c'est une partie de la population qui demande à l'autre partie de la population de faire comme un état sur tout ce qui se passe. Puis il y a encore cette barrière de comme, oh, est-ce que vous voulez dire que tous les Québécois sont racistes? Mais dans le fond, je m'en fous, il y a combien de personnes racistes au Québec? C'est vraiment l'institution qui va changer quelque chose, parce qu'un racisme individuel, si tu m'aimes pas parce que je suis noire, c'est ton problème. Mais si tu peux m'empêcher d'avoir une certaine position parce que je suis noire, ça devient mon problème. Donc c'était juste ma réflexion. Puis ma deuxième question, en fait, c'est, tu as dit que, tu as commencé par dire que qu'est-ce qu'on doit réaliser quand on se bat contre comme ces problèmes-là, c'est que c'est quelque chose de plus gros que nous. Donc on ne peut pas nécessairement comme, c'est lent, puis c'est comme, c'est gros parce que les personnes qui sont en tête en part vraiment comme, ça leur dérange pas, c'est pas leur problème si comment nous on a navigué à travers ça. Est-ce que tu penses qu'il faut adopter une autre stratégie ou peut juste continuer à aller lentement en faisant des conférences, parce que je trouve que c'est admirable, mais en même temps ça tourne en rond, dans le sens que il y a eu un attentat, puis on est retourné comme ça, pas plus comme quand l'attentat est arrivé, je me suis dit comme bon, ben là on n'a pas le choix de parler du problème de l'islamophobie au Québec. On a parlé pendant une semaine intensément, et la semaine d'après, il y avait encore du monde qui était comme bon, ben là, ben c'est correct, 5 000 $ pour la mosquée, je pense que c'est trop, c'est revenu au point de départ, genre c'est quasiment rien passé. La commission a pas été comme, ils se sont rappelés qu'il y avait une commission, mais ça n'a pas plus avancé. Il y a eu d'autres vandalismes sur d'autres mosquées, puis c'est comme on est revenu à square one, comme même pas une semaine. Est-ce que tu penses que c'est une tactique qui doit changer, dans le sens que, moi comment je le vois, ce serait pas nécessairement se battre pour être inclus dans le système, mais créer quelque chose complètement à part. Puis si tu veux être là-dedans, super, si tu veux pas, tant pis. Ou juste comme continuer à essayer de rentrer. C'est tout. Oui, peut-être pas mal. Je suis d'accord avec toi. En fait, tu me disais, est-ce qu'on ne devrait pas adopter une autre stratégie? Oui, moi je plaide pour cette autre stratégie qui est justement comme ce que j'ai essayé de montrer dans ma présentation, c'est qu'on doit être en faut qu'on arrête de demander la permission, faut qu'on arrête d'accepter d'être limité et de nous-mêmes contribuer à établir le cadre de discussion au Québec. Mais c'est vrai que c'est très très lent, puis les changements sont tellement timides. Puis notamment après l'attentat, on se serait attendu à ce qu'il y ait une prise de conscience, une baisse de l'islamophobie, mais les chiffres ont démontré le contraire. Je ne les ai pas là sous la main, mais il y a une étude qui est sortie qui a montré que depuis l'attentat à Québec, il y a eu encore plus d'actes islamophobes, que ce soit à l'égard d'individus, donc des gens qui seront insultés, crachés dessus dans la rue, mais aussi contre les mosquées, le vandalisme et tout ça. Donc non seulement il n'y a pas eu de prise de conscience, on a un peu de récit. Puis ça devrait allumer, lumière rouge. Oui, une lumière rouge pour nous dire, ben, il est temps qu'on essaye autre chose. Je suis pas en train de plaider pour de la violence, mais quand même des tactiques un petit peu plus révolutionnaires. Moi aussi, je veux qu'on le change, ce système-là, parce que moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas d'accéder aux sphères de pouvoir pour soumettre d'autres gens à ce pouvoir-là. L'idéal, ce serait qu'on ait des rapports plus égalitaires et que cette hiérarchie qui existe dans la société soit complètement fracassée. Ben, complètement. Parce que les gens vont revenir en sortant. Oui, bonjour Talibin, je te félicite vraiment pour ton travail et je suis comme ça.
déjà des barrières d'accès à l'emploi qu'il faut préciser. Puis, non seulement à l'accès à l'emploi, mais aussi lorsque les étudiants sont aux études, parfois lorsqu'ils ont l'évaluation pour, par exemple, des gens qui sont en sciences infirmières, puis ils ont des stages cliniques et tout ça avec une évaluation subjective. Vous avez déjà été au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui échouent à cause du racisme. Puis, il y a des jeunes en ce moment qui sont en train d'échouer pour ces raisons-là. Il y aurait peut-être une façon de regarder les statistiques au niveau parce que au niveau des programmes, combien sont des personnes racisées, combien ne sont pas, qui échouent ce type de choses-là. Moi, je suis d'origine chilienne, j'ai une petite fille qui ressemble à mes parents pour toi. Donc, elle peut passer pour une arabe, elle peut passer pour une latino. Puis c'est pas pour ça que je fais ça. C'est pas pour ça que je m'intéresse au sujet. Mais je vois des jeunes en ce moment, j'ai rencontré des jeunes, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes, puis ils ont ce problème en ce moment. Puis je sais que vous demandez une commission sur le racisme systémique, mais les personnes qui font cette discrimination, qui sont racistes comme ça, elles le font d'une façon tellement subtile que, mais ça me désespère un peu parce que en ce moment, les gens sont en train d'échouer pour ces raisons-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait, mais parce que pour certains, ça va déjà être trop tard. Ça va détruire leur vie, puis ça continue à détruire leur vie, accès à l'emploi, les études, pas pouvoir les terminer, accès à des services, accès à ci. Donc, j'ai réfléchi avec vous à voix haute, mais comme vous l'avez dit, ce genre de situation met en lumière à quel point c'est important qu'on ait cette commission sur le racisme systémique, parce qu'elle permettrait de faire l'état des lieux de ce genre de situation-là et de pointer vraiment comment les institutions fonctionnent et comment elles discriminent les étudiants, les travailleurs, les citoyens, etc. Puis à ce sujet-là, j'ai aussi eu beaucoup de témoignages de femmes musulmanes qui relataient la même chose que vous dites, c'est qu'arrivées, mettons, dans une évaluation, par exemple, elles ont fait un stage, elles sentaient qu'il y avait un traitement différentiel entre elles et d'autres personnes. Puis souvent, ce qu'elles font, ce que je peux comprendre, parce qu'il faut se protéger, que c'est pas facile, qu'on veut avoir notre diplôme, mais souvent, ce que les femmes dans ces cas-là ont l'espèce de faire, c'est de dire, OK, on va endurer la situation, on va fermer les yeux sur les choses que je vois qui sont clairement de la discrimination ou du racisme. Je vais juste aller chercher mon diplôme. Le problème avec ça, c'est qu'on favorise le statu quo. On n'est pas en train de challenger les gens qui font ça, mais je peux les comprendre parce que ça a un coût de dénoncer. Elles peuvent risquer de ne pas avoir leur diplôme, de ne pas avoir un emploi, de perdre leur emploi. Moi-même, personnellement, je vais encore donner un exemple personnel. En 2013 et en 2014, j'ai suivi une campagne de salissage phénoménale qui a encore des répercussions dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai décidé de faire des procédures judiciaires. Mais ça me demande du temps, de l'argent, de l'énergie. Donc, c'est pas facile de répondre à cette discrimination-là. Ça veut dire s'investir moralement et c'est tout donner pour pouvoir y répondre. Mais je réitère que la commission permettrait de trouver des solutions concrètes à ça. Puis, j'ai oublié mon écrit. Peut-être encore pour faire du chemin, mais moi je crains que, parce que j'ai été à la manif la contre-manif le 4 mars, et moi je crains qu'on retourne vraiment en arrière. Même avant de parler à l'accessibilité à l'emploi, juste parler qu'il y a un groupe de personnes qui sont anti-migrants, anti-musulmans, qui prennent nos rues et qui veulent vraiment comme tout fermer et vraiment retourner en arrière. C'est comme, ça me retourne un peu comme dans le fascisme et tout ça. Donc, je crains qu'avant même on peut pas avancer parce qu'il y a vraiment un grand groupe de personnes qui sont encore à la base et qui veulent absolument pas faire le chemin. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui se cachent derrière des libertés d'expression, entre paix et liberté, c'est incroyable. Ça fait juste un peu peur et malheureusement, comme moi aussi je crois qu'il faut quelque chose de révolutionnaire et pas trop long parce qu'on avance mais on recule 4 pas avant même d'avancer un pas, donc c'est incroyable. À ce sujet-là, j'ai
faire dans ce genre de situation-là, c'est... Moi, personnellement, je n'irai pas à une contre-valide. Ça me fait trop violent. Je trouve ça vraiment difficile. Mais pour une personne blanche, par exemple, qui ne subit pas directement le racisme, il faut que ces gens-là aillent pour faire face à ces nazis, à cette extrême droite-là, pour que nous, personnes racisées, puissions faire autre chose puis ne pas être face à ces fascistes-là. Donc ça, c'est quelque chose de concret qu'il faut faire pour leur répondre. Quand ils sont dans la ville, il faut aller dans la ville aussi, puis ça peut être présent. Puis autre chose, ce que tu dis m'interpelle particulièrement parce que, comme tu dis, on recule. Je suis d'accord, mais on va continuer à reculer tant qu'on ne questionne pas aussi le système économique. Parce que là, on a beaucoup parlé de racisme, mais l'instabilité, l'insécurité économique dans laquelle on est présentement, notamment au Québec, avec les coupures du Parti libéral, le contexte d'austérité, ça fait en sorte qu'il y a plus d'insécurité chez les individus, plus d'insécurité, plus de fermeture. Donc, on cherche les ennemis, on cherche les coupables. Donc, s'attaquer au racisme, à mon avis, c'est pas assez. Il va falloir aussi qu'on s'en prenne au système économique capitaliste qui crée ces inégalités et qui frustre les gens davantage. Ensemble, pour 3 minutes. Ça permet de donner une crédibilité, puis après ça, on peut pas remettre en question ce qu'ils disent parce qu'ils sont musulmans, tu sais. Fait qu'il y a comme une instrumentalisation de l'identité musulmane qui est faite dans ces cas-là. Et ma manière de me dealer avec ça, c'est vraiment de... Tu sais, c'est un peu plus, je dirais, inspiré de la citation préférée d'Audre Lorde, qui est que les outils du maître ne vont jamais défaire dans la maison. Et j'applique ça un peu au concept du truc sur le racisme systémique. Voilà. À la commission, voilà. La commission sur le racisme systémique. À un certain point, je vois ça comme un outil. Dans le sens que, comme, comme tu disais, justement, ça pousse le discours encore plus. On parle vraiment du racisme systémique maintenant, on parle toujours de ça. Perso, je vois pas forcément, genre, comme, en quoi, genre, une commission qu'on sait, ça va dire que, ah non, le racisme systémique, ça n'existe pas au Québec, finalement. Mais, je me demande justement, ton opinion sur, genre, comme, l'utilisation de cette commission comme étant soit un outil pour achever une autre fin, ou comme une fin en soi. Donc, parce que ça a l'air qu'on est un peu plus...
to this problem that has been all over the world for so long now is because we don't educate our children from when they're born to respect one another, to respect your neighbor, to respect everybody, no matter what color you are, what you look like, what you've done, if you're rich, if you're poor, no matter what, we have to respect one another, and that is the answer for when the child is born. Tell your child, love thy neighbor. That is the key to, and the answer to all these problems. That's what I think, and I think a lot of people feel that way too. Ce que je veux dire à ce sujet-là sur la commission, c'est que ça peut avoir l'air comme tout le monde, encore une autre, et on a encore des définitions pour faire mais je crois que ça permet deux choses, en fait, deux avantages. C'est que ça va donner la parole aux principaux concernés. Parce que c'est vrai qu'on a certains chiffres concernant le racisme institutionnel, c'est vrai qu'on a déjà certaines lois, mais elles ne sont pas effectives. Elles sont mal appliquées, puis souvent elles sont élaborées par des personnes qui ne vivent même pas le problème. Donc les outils ne sont pas adaptés. La commission, ce qu'elle permettrait, ce serait, comme je disais, de faire un état des lieux pour développer des outils spécifiques adaptés pour répondre au racisme, qui soit dans les lieux de travail, qui soit dans les milieux culturels, donc les médias, le théâtre, qui soit la représentation à la télé, que ce soit dans les écoles. Donc, de se pencher sur ça, puis de donner la parole aux principaux concernés, ça va permettre de développer des outils spécifiques. Moi, mon seul stress avec ça aussi, ce serait qu'on ne soit pas capable de baliser un peu les interventions. Puis une commission, c'est là pour donner la parole aux citoyens. Puis en 2006, pendant le débat sur les accommodements raisonnables, c'était un fiasco. Donc, l'idée, c'est pas de reproduire, de faire une commission pour dire à la majorité de venir se prononcer sur les droits des minorités. L'idée avec cette commission, si je comprends bien, parce que je ne suis pas celle qui la porte, mais je l'appuie, c'est que ce soit les personnes qui vivent le racisme qui se prononcent en commission, et non pas la majorité qui va être là pour dire moi, je pense que le voile, c'est très grave, puis j'en veux pas. Ça, c'est une démarche qui ne marche pas. Ah ouais. Je voudrais juste qu'on puisse quel sens donner au racisme institutionnel, parce que je le comprends peut-être facilement en anglais, en français, il y a des risques d'interprétation diverses. Par exemple, est-ce qu'on veut dire le racisme des institutions ou le racisme dans les institutions? C'est une nuance qui est quand même importante. J'aimerais avoir votre explication. Moi, je pense que si on peut vendre relativement facilement l'idée d'une commission sur le racisme des institutions, quelque chose qu'il faut révéler et combattre, je pense que c'est vendable. Mais je crains que le vrai problème, qui est le racisme dans les institutions, va être plus difficile à nommer, précisément pour les raisons que vous avez identifiées au début de votre intervention. Et dans ce sens-là, je suis d'accord avec vous que c'est une opportunité de faire avancer les choses, mais je comprends l'inquiétude aussi que les camarades soulèvent ici, parce que, effectivement, si on veut aller au-delà de ce qui appartient à l'institution, pour se rendre à ce qui appartient à la culture organisationnelle et donc ne fait pas l'objet de pratiques clairement établies par écrit, de procédures, de mode de fonctionnement, etc. Là, on tombe vraiment dans le culturel et les individus n'ont pas un fait individuel qui fait ça, monsieur chose, madame un tel, et c'est quand même, là, on parle de la culture de l'organisation. Et je crains qu'effectivement, là, on ait encore le même backlash, la même réaction et la même tentative de désamorcer ça par quelque chose de plus gentil, poli et finalement récupérer, c'est récupérable. Je crois que
ces deux choses-là sont pas parce que c'est vrai qu'il y a le racisme dans les institutions, mais il y a aussi ce qu'on reproduit quand on est socialisé, ça on dit de la culture. Puis c'est vrai que c'est plus insidieux, c'est plus subtil, c'est plus difficile à chiffrer et à nommer. Mais je pense que de faire la lumière sur la manière, parce que les institutions, c'est pas des individus, c'est eux qui tiennent les rênes. Fait que je pense que les deux questions sont complémentaires en fait. Si on s'intéresse à la manière dont le racisme est dans la culture et dans les institutions, c'est l'envers d'une même médaille, à mon avis. C'est deux phénomènes qui se nourrissent. Puis, je suis d'accord que ça va mettre les gens sur la défensive. Je suis d'accord que ça va être une discussion super difficile, mais le premier pas vers un changement, c'est d'accepter de vivre l'inconfort. Donc, souvent, personnes qui sont dans une position. Moi, en tant que militante qui intervient dans l'espace public, on m'a demandé à me dénoncer, de me distancier. Donc, j'ai le même réflexe que toi. Puis, ce qui est paradoxal avec ça, c'est que autant quand il arrive des tragédies comme ça ou des événements violents, on nous demande de réagir en groupe, en espèce de bloc. Et de l'autre côté, on nous demande d'arrêter d'être communautariste et d'être trop refermés sur nous-mêmes et de nous mélanger. Fait qu'il y a comme des doubles standards aussi qui font en sorte qu'il y a peu de cohérence dans ce genre de demande. Est-ce que vous serez d'accord de passer en dernier des personnes qui ont pris la parole, peut-être monsieur? Oui. Je vais juste prendre le temps de me présenter un petit 2 secondes. Le pourquoi que je me retrouve à être ici, c'est que depuis plusieurs années, je milite pour la paix dans le monde pour toutes sortes de raisons. J'ai commencé avec la Palestine. La Palestine, ça a été mon premier sujet, ce que j'ai voulu comprendre de où que ça venait, tout ça. Après ça, avec le temps, j'ai pu comprendre c'était quoi réellement l'islamophobie et le racisme. J'ai vu la différence entre le préjugé et le racisme. Après ça, je me suis commencé à m'intéresser à la Syrie, à la Libye. J'ai commencé à comprendre c'était quoi les politiques avant la guerre et ensuite qu'est-ce qui est arrivé. Avec le temps, bon, j'ai commencé à m'intéresser à la politique au Québec parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. La politique, pour moi, il faut être un mongol pour aller là-dedans parce que c'est pas quelque chose de très fun de dire quoi aux autres quoi faire et quoi dire, peu importe. Ce que je me retrouve à voir aujourd'hui, c'est que les politiques, que ce soit au Québec, que ce soit en France ou peu importe, sont similaires. C'est une politique de mondialiste, si on veut, tout ça. Dernièrement, il y a eu ce qui est arrivé, un tragique incident qu'il y a eu à Québec, on le sait tous. Et puis ensuite, il y a eu un false flag ici, qui a été fait par un homme qui s'appelle Hicham Saïdi. Je me suis aperçu qu'on a critiqué fortement le peuple québécois face à ça, quand c'était une seule personne qui avait fait l'attaque, comme dans chaque attaque. Moi, je tiens à dire que je sais très pertinemment qu'à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, c'est toujours une attaque sous faux drapeau. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Je le sais très bien que c'est souvent les services gouvernementaux qui organisent ça. Mais là, ici, il y a eu un faux attentat terroriste qui était fait par un homme qui voulait inciter la haine entre les peuples musulmans et le peuple québécois de tous les genres. Et je me suis aperçu qu'il n'y a eu personne. Il y a eu des musulmans, certes, qui l'ont dénoncé. Moi, j'ai fait une vidéo en demandant aux gens, aux Québécois en premier, je me suis positionné face aux Québécois qui faisaient des commentaires racistes ou peu importe, parce que j'en ai vu, d'arrêter de faire ça, parce que ça ne nous représente pas en tant que Québécois. Je veux dire, le Québec a toujours été une place non raciste. Oui, il peut y avoir de temps en temps du racisme. Je crois qu'on peut situer ça à une minorité. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun leader musulman, sans vouloir mettre pression sur qui que ce soit, qui a dénoncé ça, cet acte-là. Parce que personnellement, moi, j'ai pas envie que ça vire comme en France, où est-ce que le monde il commence à avoir une petite guerre civile qui s'installe. J'ai pas envie de voir ce qui se passe aux États-Unis, où est-ce que personne n'est capable de s'aimer en face, parce qu'il y en a un qui porte un voile, parce qu'il y en a un qui est blanc, parce que si. Donc, ce que je me suis aperçu surtout, c'est que le racisme est fait principalement par les médias. Les médias cherchent à inciter la haine, soit envers les musulmans ou les musulmans envers les Québécois. C'est une grosse game qui se passe et personnellement, ça me tient à cœur. J'ai pas envie qu'on se retrouve dans une situation de même. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi, exemple, toi, ton opinion face au faux attaque terroriste qu'il y a eu, la fausse attaque à la bombe qu'il y a eu, dernièrement ici à Concordia. Donc, ouais, c'est pas l'alerte à la bombe. Ouais. J'aimerais ça comprendre pourquoi, par exemple, il n'y a pas eu de leader musulman ou quoi que ce soit qui se sont mis debout et dire que condamner cette personne-là, parce que bon, on s'entend, c'est Hicham Saïdi, on ne va pas chercher loin, là. On sait que le Wikili. C'est simple. Le but était d'emmener la haine, parce que c'était sous faux drapeau. C'était de dire Canadien, je ne sais pas trop quoi, un truc complètement bidon. C'était contre les musulmans. Ce qui fait que
je dois me retrouver à une situation que cette personne-là a volontairement voulu emmener la haine contre le peuple québécois. Et il n'y a rien eu de ça. Et personnellement, moi, ça me fait chier parce que je me bats tous les jours pour les peuples musulmans. Je me bats tous les jours pour les peuples, que ce soit les peuples palestiniens, les peuples syriens. Je communique avec des gens qui sont en danger de mort à tous les jours. Et puis ici, j'essaie de tranquillement, démystifier ça, voir qu'est-ce qui se passe. Et puis je m'aperçois que c'est quand ça va... Dans le fond, ça arrange, à chaque fois, ça arrange le monde. Quand c'est une attaque terroriste faite par des pseudo-musulmans, ça arrange ceux qui sont contre les musulmans. Mais quand c'est fait par personnellement, je ne considère pas cet homme-là comme quoi que ce soit, mais je dois aller mettre les points sur bords et tout ça. Mais je dois admettre que cette personne-là représente le peuple musulman. Et représente, on s'entend. C'est pas une vraie représentation, mais quand même, il y a eu un silence médiatique à ce niveau-là. Merci pour ton commentaire. D'abord, ça reste une réflexion très individuelle. Je pense que c'est plus sociétaire. Dans le sens où tu n'as pas... Je trouve que c'est dangereux quand même d'aller là puis de dire que c'est un musulman qui a fait exprès de faire ça pour attiser la haine, parce qu'on ne sait pas s'il est musulman ou pas. Et moi, je pense qu'il est d'origine libanaise, pas longtemps libanaise. Ouais. Ce nom de famille-là, je le sais, est majoritairement porté par des personnes qui sont chrétiennes et non pas musulmanes. Mais on s'entend que son objectif, c'était de diviser le peuple, parce que on peut pas dire que c'était au nom des Canadiens. Le gars, on s'en va s'il n'y a pas une tête de Canadien. C'est évidemment pas au nom du peuple québécois, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est pas parce qu'il a un nom arabe qu'il peut pas être islamophobe. Non, je dis pas l'inverse. Mais son tout était bidon. Donc, c'est quoi l'objectif de faire une fausse alerte à la bombe si c'est pas vrai en plus, puis si en plus c'est sous le nom des... Mais est-ce que tu doutes encore que les musulmans vivent de la haine puis du mépris? Ah, non, du tout. Comme exemple, comme tu vois, moi, je suis loin d'être un fan de Richard Martineau. Il m'énerve, tout ce qu'il fait, c'est dire de la grosse merde. Puis, ce que je m'aperçois, c'est que c'est insultant envers le peuple musulman. Je dirais, comment je peux dire ça? Tu vois, tellement que je me suis impliqué au niveau de la Palestine ou au niveau de tout ça, que je suis devenu des amis, je m'en vais là-bas, tu sais, des phénomènes, que le monde pense que je suis devenu musulman. Parce que je vois clairement que puis je suis pas musulman, je suis rien du tout, moi. Mais je vois clairement qu'on induit les gens via les médias, parce que je pense que c'est surtout ça le problème. C'est pas le peuple. Je pense que le peuple regarde la télévision et répète ce qu'on dit. Je comprends ce que tu veux dire. Je pense que le problème de racisme et d'islamophobie est effectivement alimenté par les médias, mais pas seulement. Il y a différents acteurs dans ce système. Ben, il y a les faux attaques terroristes et les médias. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mademoiselle. Il y a différents acteurs dans une société qui contribuent au phénomène de l'islamophobie. Donc, tu as raison sur ce point-là. Les médias contribuent au phénomène. Il y a aussi les politiciens, mais aussi les individus, les citoyens qui reproduisent aussi les comportements problématiques. Et tu as dit au tout début qu'au Québec, il n'y a pas de problème de racisme. À une époque, il n'y a pas longtemps, avant de poser une question, à une époque, il n'y a pas longtemps, il y en avait, c'était une minorité. C'était quelque chose de très... qu'il n'y avait pas régulièrement. Mais comment tu sais? T'es blanc. Le racisme au Québec... Je suis Première Nation. Ça n'a jamais été une minorité. Le racisme au Québec est une réalité vécue et chiffrée. Le fait que des personnes, parce qu'elles ont un nom arabe, ne sont pas capables de trouver un emploi. Le fait que moi, je me fasse insulter dans la rue. Le fait que je reçois des témoignages de femmes qui se font arracher leur foulard en tête. Ça, c'est hebdomadairement, ce genre de témoignages-là, ça arrive souvent. Ça fait en sorte que le phénomène, n'est pas aussi marginal que tu sembles. Non, je ne dis pas qu'il est marginal. Pour ne pas nier le vécu des personnes qui vivent le racisme. Tu ne le vis pas, visiblement, en tant que... Ah non, je le vis. Je me retrouve à des gens qui sont... Mais je pense pas qu'on... Okay. Parce que je suis blanc, je savais que je suis raciste. Parce que je suis un homme, ça, je le vis. Ça m'arrive. Je dis que c'est important, quand on parle du vécu, de l'expérience du racisme, c'est important de ne pas la diminuer et de ne pas la banaliser. Ça, c'est une violence en soi. Ton commentaire, honnêtement, me fait un peu violence. Mais j'apprécie la discussion, c'est correct, mais sauf qu'il faut faire attention de ne pas diminuer ces vécus-là. Ce que je dis, c'est que c'est les médias qui amplifient la haine. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours été dans une école, je viens de Montréal, j'ai toujours vécu à Montréal. Toujours été dans une école polytechnique. Il y avait du monde qui portait du voile, il n'y avait jamais de problème face à ça. Ce que je m'aperçois, puis d'ailleurs avec mon copain qui est ici, on fait des enquêtes, on leur fait des recherches, puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que du moment, à partir de quoi, 2013? 2013, exactement. Depuis 2013, il y a une propagande qui vise à nuire l'image d'un bord des Québécois et d'un autre bord des musulmans. Mais ça a commencé avec le 11 septembre, surtout, il faut se le rappeler. Mais c'est vraiment les médias qui incitent. Parce que le monde... Les médias jouent, tu as raison là-dessus, les médias jouent un rôle
fondamentale dans la propagation de la haine et de l'islamophobie, du racisme, mais pas seulement. Et c'est le peuple ensuite qui réagit, parce qu'il voit ça à la télévision, parce qu'il ne s'informe pas, parce qu'il ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Parce que, par exemple, aujourd'hui, quand tu supportes la Palestine, on pense que tu supportes le mouvement des musulmans. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a utilisé les Palestiniens pour stigmatiser en disant que c'était une guerre religieuse et non une guerre d'existence face au peuple israélien et au peuple musulman qui était un envahissement. Je comprends. Moi, je suis pour... C'est super. Il y a beaucoup d'autres personnes qui voulaient prendre la parole avant la fin de la discussion, puis je pense que ça vous dérange pas, on va continuer. Oui, pas de problème, c'est juste que... Je pense on est dans un enjeu important. Hein. Je pense qu'on Je parle avec eux, merci. Juste garder en tête, ça vaut tout le monde, le fait de diminuer, de tenter de banaliser l'expérience du racisme, c'est la chose à ne pas faire, honnêtement, parce que quand tu ne le vis pas, tu ne peux pas saisir l'ampleur du phénomène. Et il y a en masse d'études et de chiffres qui démontrent que c'est un phénomène qui est réel au Québec. Puis au Québec aussi, on n'est pas à l'abri de cette islamophobie-là. Puis au contraire, elle se porte très très bien. Puis je pourrais peut-être à la fin, si tu veux, te faire part de quelques études. Oui, si tu veux, ça ferait plaisir. Qui chiffrent la discrimination, la stigmatisation et la violence qui est vécue par ça me ferait plaisir. notamment les musulmans. On vit pas comme juste un moment, une journée dans l'année. Et aussi, j'ai entendu une camarade qui a dit juste les autochtones. Excusez-moi, mais ça se voit que le pays, la Constitution canadienne a été basée sur le racisme. Il était même caché des génocides et toute les réserves. Et aussi, d'après on peut constater qu'on voit que comme société, on ne peut pas voir, on ne peut pas être confronté au racisme comme juste le fait qu'on est des autochtones dans un coin, mettons dans le nord ou dans la réserve, c'est comme on ne peut pas être confronté à cette réalité-là. Et on est rendu à un moment où ça dérange la majorité de les faire confronter au racisme et de dire comme quoi que lui, c'est une et puis, il y a des vraies personnes, des vraies réalités qui sont confrontées à ça comme quelqu'un qui fait. Donc, juste ne pas utiliser notre réalité, parce que nous, on le vit à tous les jours, comme surtout, je pense à mon amie, comme je marche avec elle, puis les regards qui sont automatiquement vers elle, c'est comme. On est dans une boulangerie, là. Donc, merci de prendre. On est vraiment content, en tout cas, d'avoir une femme racisée qui prend la parole de notre part, que ce soit dans les médias sociaux, même si c'est juste pour des questions de religion ou de culture qu'on s'amène, mais on est vraiment content que tu sois là comme militante féministe. Je ne sais pas si je peux laisser les autres personnes qui voulaient. Il y avait deux autres personnes qui voulaient s'exprimer, mais soyez à l'aise si vous avez oublié. Oui, je vais juste faire un petit commentaire par rapport à ce qui a été dit. Je ne voulais pas parler parce qu'en tant que personne blanche, je pense que c'est pas à moi d'avoir à parler, d'avoir à ouvrir sur mon expérience à la chose. Ouais. J'ai pas été victime de racisme en personne blanche, donc je n'ai pas à parler là-dessus, mais je viens de prononcer sur le fait que justement, en tant que personne blanche, je pense que c'est pas parce qu'on est sensible au racisme qu'on est sensible à ces enjeux-là. Je pense pas que il faut penser qu'on se donne le privilège d'avoir parce qu'on est sensible à ça, que là, on peut se prononcer là-dessus comme si on l'avait vécu. On ne peut pas prétendre avoir cette voix-là puis dire moi je suis sensible à ça, je connais ces cultures-là, je connais ces religions-là. Je suis sensible au phénomène, donc moi, je vais me prononcer là-dessus, puis j'ai la prévention d'avoir, avoir milité ensemble sur l'expérience. Puis je pense qu'il faut faire attention à ça parce qu'en partie, respecter ces religions-là, ces cultures-là, c'est respecter leur espace pour qu'ils parlent de leur expérience selon leur expérience. Pas selon une expérience qu'on n'a pas puis qu'on n'aura jamais. Ah, ça, c'est encore drôle. Je vais juste répondre à ça. Il y a eu quelques commentaires qui allaient dans ce sens-là un petit peu, puis moi, en tant que blanc, j'aimerais ça répondre. C'est simplement que c'est une relation. Tantôt, il y a un terme que tu as utilisé que j'ai trouvé super intéressant, c'est la posture d'invité. Il y a la posture de l'autre aussi.
Et puis là-dedans, on peut établir un dialogue. Je ne suis pas l'invité, je ne serai jamais l'invité. Je suis l'autre. On parle d'analogie. Alors, on peut discuter, puis je pense que tout le monde a sa parole. Tout le monde a son point de vue par rapport à la situation, puis le point de vue de tout le monde doit être exprimé. Si on garde ça pour nous, ben, sans vouloir trop être nous contre eux, j'aime pas trop se faire des questions comme ça, mais je pense que c'est important de garder le droit de parole à tout le monde. Pour revenir au thème principal de la conférence, qui peut parler de la diversité au Québec? Je pense que, merci pour le commentaire. Je pense que les personnes, effectivement, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je crois dans ce dialogue-là, et je pense que tout le monde a son mot à dire, mais il faut faire attention quand on nie le vécu des personnes, qui aussi, je pense que les personnes blanches au Québec ont en masse d'espace, de tribunes, et de temps et de moments pour parler de ça, alors que le temps pour une personne assise va être plus limité, on va pas avoir accès aux mêmes sphères décisionnelles, aux mêmes institutions, aux mêmes postes. Donc, c'est important aussi de comprendre qu'on ne part pas sur des bases égales. Et parce qu'on ne part pas sur des bases égales, quand on se retrouve dans ce genre d'espace-là, moi, les commentaires de tout le monde sont pertinents, je suis contente de les entendre, mais il y a une ligne à ne pas franchir, c'est de tenter d'invalider le principe de justice. Alors, toi, c'est une ligne rouge, je crois que ça reste ce problème. Mais c'est pas ce que ça fait. Vraiment juste rapidement pour compléter ce que tu as dit en fait, ça, la réponse à ce que tu dis en fait, comme tout le monde peut parler c'est sûr, comme on va pas commencer à dire tu vas parler dans tel espace, mais parce qu'on parle beaucoup d'égalité, mais il faut parler d'équité avant, dans le sens que vous avez une marge d'avance sur nous, puis on essaie d'arriver là, c'est comme tu peux parler mais tu pars d'en haut, genre. Puis c'est pas parce que, ça veut pas dire ce que tu dis est pas valide, puis je comprends ce que tu veux dire dans le sens que on n'est pas pour t'aliéner non plus, puis faire en sorte que tu deviennes comme autre dans notre espace, mais il y a toujours je trouve qu'il y a cette misconception, je sais pas, je trouve ça c'est un anglicisme, mais quand il arrive des affaires, on va dire que quand on décide de, ok, on va faire rentrer plus d'Asiatiques, on va dire, dans une institution parce qu'il n'y a pas assez de diversité. Parce que les gens sont comme, mais non, c'est la discrimination envers les Blancs. Mais c'est comme, tu es déjà là, j'essaie d'arriver là. C'est pas une histoire de comme... C'est comme, je trouve qu'on parle beaucoup de la conséquence, comme si on va dire le mal de tête, mais pas du cancer qui cause, ou la tumeur qui cause ce mal de tête-là. Puis c'est cette tumeur qu'on essaie d'effacer. Puis quand on sera... Comme, c'est pas parce que je vais pas encore dire que tu peux pas parler, je m'excuse, mais quand on sera arrivé à comme un point que comme on est égal, genre, là comme les voix vont être égales, ça fera plus de sens. C'est sûr que comme si on se met de l'autre côté comme ça a l'air de comme oh maintenant les gens racistes ont tous les privilèges, mais c'est qu'on essaie juste de vous rattraper. Mais les 400 ans que vous avez de plus sur nous, on essaie de catcher. Attends, 400 non. Mais attends, il y a une différence entre le 400 ans d'esclavagiste qu'il y a aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec le Québec. Mais comment qu'une minorité peut être égale à une majorité? C'est juste une question mathématique pour le fun. Majorité, comment peut être égale à une minorité? Pas en nombre, mais en pourcentage. Ben c'est ça. C'est ça, une minorité, comment peut être force? Je ne veux pas dire que comme 50 de chaque, mais proportion, je parle juste de proportion. Mais c'est parce que, c'est juste que je comprends pas. Je me dis... Ah, c'est cute. Ah, c'est mignon. Ah ouais, je sais. C'est hallucinant. Je sais que je suis dans le set. Non, man, c'est ça que je veux voir. Parce qu'elle a su ce qu'elle a fait. Elle a dit qu'elle veut te parler, pour Hein? Elle a dit qu'elle veut te parler. Non, je suis pas sûr qu'elle va vouloir entendre parler, hein, parce que je suis souvent à rien encore. C'est tellement raciste, hallucinant. Les gens fixent sur la couleur des autres. Les gens critiquent les autres parce qu'ils sont blancs. Comment une minorité peut être... Je veux dire, ils savent-tu que le racisme change dans toutes les races, dans tout le monde? Parce que là, ce qui arrive, c'est que le message passe. Le message est répété. Ah. Genre, j'aime pas ici, ils parlent pas genre des gens qui pensent pas. Non? Parce que moi, le roman que t'es pas d'accord avec eux, t'es clairement... On est totalement pour... Genre, on n'est pas contre les mouvements. Non?
Non, Dès qu'on est pour la Palestine, j'ai toujours combattu pour la Palestine. Ouais. Puis eux, ils le font même pas, là. Eux, ils le font même pas. Ils crient aux racistes, ils s'intéressent même pas à la Palestine, ils s'intéressent même pas aux peuples qui sont opprimés. Ils sont là, ils sont même pas conscients de ce qui se passe, mais ils se permettent. Le peuple québécois, ça a toujours été contre la guerre, ça a toujours été contre le racisme. Pendant ce temps-là, bon, Barack Obama leur défend partout. Ah oui. Je dis, ces gens-là, ils dénonçaient même pas les crimes au Yémen. Ils font rien. J'ai failli me faire tuer, man, à cause que, justement, genre, je rouvrais ma gueule face à ça. Oui, mais t'es blanc, tu peux Ah, c'est vrai, je suis blanc. Ah, fuck, je suis blanc. Tu peux pas le... C'est vrai, je peux pas savoir c'est quoi le racisme parce que je suis blanc.